Les Américains ne se laissent pas impressionner par les menaces de Vladimir Poutine. Au contraire, si l'on en croit la supposition de la soirée, ce serait bien les attaques MS qui ont été à l'œuvre ces dernières heures sur le territoire de Koursk. Regardez, colonel Goya, expliquez-nous ce qu'on peut conjecturer pour l'instant. Rien n'est certain, mais sur ces frappes, sur ces bombardements qui ont lieu à distance moyenne, on parle de quelques centaines de kilomètres. Dans cette région précisément, on va le voir plus tard, l'arrivée des Nord-Coréens semble évidemment confirmée côté de Koursk, mais même se prolonger direction de l'Ukraine. Mais d'abord, ces images. Oui, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau opérationnel, les Ukrainiens utilisent tout de suite, très vite, le droit, la possibilité qu'ils ont d'utiliser ces armes à longue portée, qu'ils le concentrent effectivement dans la région de Koursk, à Bryansk ou à Kharkiv, enfin tout autour de ce front qui est en train de devenir un front prioritaire, incontestablement, des deux côtés, notamment en vue des négociations. Et à partir de là, les Ukrainiens utilisent ces armes pour faire ce pourquoi elles ont été conçues en réalité, c'est-à-dire frapper des objectifs militaires dans la bande de 100 à 300 km. On évoque la destruction d'une batterie de missiles S-400, ce qui est le top russe en matière de défense antiaérienne. Si c'est le cas, c'est beaucoup d'argent qui sont partis en fumée. Beaucoup d'argent, beaucoup de capacités militaires. Non, l'unité, c'est environ 1,5 million de dollars. Donc là, on parle d'une dizaine d'attaques MS. C'est très difficile à vérifier pour le moment. On n'arrive pas, de manière indépendante, à corroborer ce que tend à plus ou moins éventuellement montrer cette image de vidéosurveillance. Mais on est sur plus de 10 millions de dollars tirés en une salve. Alors, il y a le prix des attaques MS et il y a le prix de ce qui est détruit à l'autre bout. Ah, bien sûr. Et ça n'est pas la première fois que les Ukrainiens effacent du champ de bataille des batteries à la fois de S-300 et de S-400, ce qui est très mauvais, j'allais dire, pour l'économie russe également, non seulement parce qu'ils perdent des unités à très haute valeur ajoutée, mais aussi parce que ça faisait partie des bijoux qui vendaient très très cher à l'export, et je pense que c'est une très mauvaise publicité pour ces systèmes d'interception qui avant avaient la réputation d'être très très bons. Mais autre chose, c'est qu'on voit, comme disait très bien le colonel Goya, l'urgence qu'il y a pour les Ukrainiens à protéger, j'allais dire, ce désormais presque petit, il fait à peu près 800 km² précaré à Koursk. Ils ont perdu à peu près 40% de ce qu'ils avaient. Ils le disent eux-mêmes. Ils le reconnaissent. Mais il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont déployés pour à la fois garder cela, mais surtout envoyer des messages très très clairs aux Nord-Coréens, parce qu'on parle évidemment du matériel, mais il y a des hommes aussi qui sont très vraisemblablement éliminés en même temps. Là, l'audace des Américains, si effectivement il y a eu une première vague d'attaques MS, puis des Storm Shadow, il y a eu ensuite des menaces de Poutine, la réplique c'est une autre vague, si c'est le cas. La réplique côté russe. La réplique américaine. Non, les Américains ne se laissent pas du tout retenir par le menace. Non, mais bien évidemment, ce qu'on voit, c'est que depuis ce feu vert qui a été donné en début de semaine, il y a une multiplication de ce genre d'attaques et on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Ça n'a aucune raison de s'arrêter. Et donc, de l'autre côté, c'est-à-dire côté russe, on va sans doute voir aussi se répéter ce qui s'est passé en milieu de semaine, c'est-à-dire une réplique russe avec un missile inconnu et qui a été, dont Vladimir Poutine a fait la publicité le soir même, après une journée où il y avait eu beaucoup de confusion sur quelle était la nature même du missile qui avait été envoyé. C'est-à-dire que le monde entier pensait qu'il s'agissait d'un missile balistique intercontinental. Il faut dire les choses une fois de plus. La présidence ukrainienne l'avait dit et ça n'était pas cela. Les commentateurs se sont un peu trompés une fois de plus, c'est-à-dire on s'attendait à ce que, au fond, tout le monde attende Trump. C'est ce qu'on entendait beaucoup, tout le monde attend Trump. Là, visiblement, peut-être qu'on attend Trump, mais c'est une manière très active de l'attendre, disons. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ce genre d'offensive se fait ou non avec l'accord de Trump, puisque celui-ci n'a toujours pas réagi officiellement à la décision qu'on prête à Joe Biden d'avoir autoriser les attaques MS. Mais il n'est pas exclu que Trump s'y retrouve, parce que ces frappes successives, ça montre que les Américains ne se laissent pas intimider, et que même si Trump veut faire la paix et mettre fin à cette guerre en 48 heures, a-t-il promis, ça ne se fera pas au prix d'un chèque en blanc à la Russie. Et donc, cette démonstration de force avec ce missile dont parlait Aniva à l'instant, ça n'a pas fonctionné. C'est la preuve que les Américains, comme souvent, ils y vont avec retard, mais une fois qu'ils ont franchi un palier dans leur aide à l'Ukraine, ils ne reculent pas. On entendra un peu plus tard dans l'émission, c'est en train de tomber, des déclarations de
Mike Waltz, qui est un homme très important auprès de Trump, c'est le conseiller à la sécurité nationale, qui va exactement dans le sens que vous dites, c'est-à-dire tout ça, il dit il faut que ce soit très maîtrisé. Il ne faut pas non plus que les gens pensent qu'on joue une administration contre l'autre. Ça laisse entendre qu'il y a une forme de consensus. Oui, ce qui est un petit peu étonnant en fait, parce qu'on serait attendu à ce que Trump critique tout ce qui est fait par Joe Biden, qu'il a accusé en même temps de faiblesse. Et non, là, au contraire, à quelques semaines du changement de présidence, il prend une décision qu'il aurait pu prendre bien longtemps avant. Est-ce qu'il y a une prise de risque selon vous ? C'est-à-dire, l'administration Biden, là, est-ce qu'elle prend un risque objectivement ? Si elle a un soutien tacite de Trump, un peu moins, je veux dire, tout le monde part du principe que Poutine bluffe. Il y avait un article dans la presse britannique en disant oui, il bluffe jusqu'à ce qu'il ne bluffe plus. Mais je pense que néanmoins, personne ne pense qu'il va recourir à l'arme nucléaire. Et ce type de missile, en réalité, hypersonique, il y en a déjà eu. Enfin, d'abord, il y a les Iskander. Il n'est pas si nouveau que ça, c'est ça. Et puis, il n'est pas si nouveau que ça non plus. Et puis, il y avait eu ce qu'on appelait les armes du manège, c'est-à-dire les armes hypersoniques que personne ne pouvait arrêter. Ils s'en étaient vantés déjà juste avant son élection en 2018. Donc, il persiste là-dedans, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une capacité nucléaire que nécessairement ça sera une frappe nucléaire. Non, mais il paraît évident que Vladimir Poutine a voulu marquer le coup après ce qui s'est passé cette semaine, après cette autorisation émanant justement de l'administration Biden, tardivement, mais qui est quand même arrivée, et que ces menaces de Vladimir Poutine apocalyptiques vont se multiplier. Il n'y a aucune raison pour que... Parce que Poutine aussi, il attend l'arrivée de Trump. Et il y a quand même un certain nombre de jours, un peu moins de 60 maintenant, mais donc il va devoir trouver quoi dire et quoi faire. Washington a l'air enhardi de façon impressionnante. Il y a l'histoire des attaques MS et maintenant les JASSM, qui semble-t-il seraient autorisés par cette administration-là. Non, je pense que si vous voulez, il y a plusieurs choses qui sont en train de se jouer. Il y a aussi, ne l'oubliez pas, Joe Biden qui reste président en exercice et alors qu'il a presque un premier pas en dehors de la porte et le deuxième qui va suivre dans pas très longtemps, un homme qui est dans un moment, j'allais dire, crépusculaire et qui est face à ce qu'il va laisser derrière lui. Et c'est vrai qu'à la fois en matière de politique intérieure, avec une défaite qui va voir un républicain le remplacer et non sa vice-présidente, et en matière de politique étrangère, franchement, un monde qui est quand même fortement turbulent, pour utiliser un euphémisme. Et donc, il y a effectivement la volonté de prendre des décisions qui sont, moi je pense, courageuses, mais qui sont trop tardives, mais qui suivent une méthode qui a été celle de Biden tout du long, finalement. C'est-à-dire cette espèce de gestation durant laquelle un non est une sorte d'arrêt sur le chemin qui mène au oui, et que les Ukrainiens connaissent désormais par cœur. C'est une très jolie formule. Voilà. Le problème, c'est que c'est souvent à contre-temps, parce qu'effectivement, oui, c'est trop tard, et probablement, ça ne sert plus à grand-chose.